Le bateau s'est déchiré en 3 morceaux. Je voyais Modder, dans l'eau, qui s'agrippait à un jerrycan destiné à contenir de l'essence. Pour Modder, aucune recherche en mer n'a été relancée. Aucun avis de disparition n'a été diffusé. La question de la disparition, en fait, c'est un peu le climax ou l'apogée de ce qu'on veut cacher, en fait. Entre 2020 et 2025, nous avons identifié pas moins de 50 disparus. 10 personnes chaque année sur notre littoral, soit 5 fois plus que les chiffres officiels. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Pour cette fin d'année et à l'occasion de la Journée internationale des migrants ce 18 décembre, nous avons souhaité rendre hommage à ceux dont les traces disparaissent sur le chemin de l'exil et en particulier sur notre littoral nord dans les flots de la Manche. Officiellement, 236 personnes sont décédées en tentant de rejoindre les côtes anglaises depuis la France entre 2020 et 2025. Mais ce bilan est sous-estimé. Alors que cette frontière maritime est plus surveillée que jamais, des dizaines d'exilés partis en mer n'ont jamais atteint l'Angleterre et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Absents des bilans officiels, ces disparus n'existent pas pour les autorités françaises. Aujourd'hui, nous révélons leur nombre, leur nom, leurs visages et leurs histoires. Nous avons rencontré leurs proches. Tous exigent la vérité, là où les autorités n'apportent ni soutien ni réponse. Ce nombre de disparus que nous révélons, inconnus jusqu'à maintenant, lève un nouveau voile sur les conséquences dramatiques d'une politique migratoire ultra-répressive. Les disparus de la Manche, c'est une enquête de Simon Mauvieux, Maya Courtois, Valentina Camus et Maëlle Galisson. On se retrouve juste après. Le 11 août 2024, aux alentours de 7 h du matin, au large de Calais, un Zodiac se fait engloutir par les vagues. À son bord, une soixantaine d'exilés. Pendant une heure interminable, ces hommes et ces femmes tentent de survivre dans une eau glacée couverte d'un épais brouillard. 2 corps sans vie sont retrouvés lors de l'opération de sauvetage et 53 personnes sont ramenées vivantes sur Terre. Ismaïl, 24 ans, était sur ce bateau. Pour survivre, il a dû vider des bouteilles d'essence et les utiliser comme flotteur. Une partie de son corps a été brûlée par le carburant. Il est amené en urgence à l'hôpital. Mais Ismaïl ne voyageait pas seul. Son compagnon de route, Modder Abaker Ocher, 22 ans, était assis à côté de lui sur l'embarcation. Tous deux originaires du Soudan, ils se sont rencontrés en Tunisie où ils s'étaient liés d'amitié. Puis, retrouvés à Calais, prêts à tenter la traversée finale ensemble. Lorsqu'Ismaïl est ramené au port, en état de choc, Modder n'est pas là. Modder était assis à côté de moi. J'étais assis du côté droit du bateau et lui était du côté gauche. Je lui ai demandé à plusieurs reprises « Est-ce que le bateau va bien ? Est-ce qu'il est toujours bien gonflé ? Est-ce qu'il y a une fuite d'air ?» Il me répondait « Tout va bien, tout va bien. » Puis le bateau s'est déchiré en 3 morceaux. Je voyais Modder, dans l'eau, qui s'agrippait à un jerrycan destiné à contenir de l'essence. Ce jerrycan n'avait pas de bouchon et malgré cela, Modder s'y accrochait. J'ai crié dans sa direction « Sais-tu nager ? Rejoins-nous, parce que nous ne savons pas nager. » Comme le jerrycan n'avait pas de bouchon, il s'est immédiatement rempli d'eau et a coulé, entraînant Modder, qui ne savait pas nager, avec lui. C'est la dernière fois que j'ai vu Modder. Puis, le reste du bateau sur lequel nous nous agrippions a chaviré, ce qui nous a tous dispersés dans la mer. Moi, j'ai attrapé un autre bidon et j'ai tenté de nager vers la plage. Mais à chaque fois que j'essayais d'atteindre le rivage,
Les vagues me repoussaient. À chaque fois que j'essayais de m'approcher, la mer me rejetait. Nous sommes restés dans l'eau environ 1 heure et demie avant que les secours n'interviennent. Une fois sur le navire de sauvetage, j'ai demandé s'ils avaient vu Modder. Personne ne savait où il était. Entre le moment où le bateau s'est brisé et l'arrivée des sauveteurs, il s'est écoulé environ 45 minutes ou 1 heure, j'en suis sûr. Il y avait du brouillard, la visibilité était très mauvaise. Un grand navire est passé très près de nous. Nous ne l'avions pas vu avant qu'il soit très proche de nous. Tu ne pouvais rien voir, le brouillard était très dense. Officiellement, 2 personnes sont mortes lors de ce naufrage. C'est ce qu'affirme la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord quelques heures après le drame. Aucune disparition n'y est mentionnée. Ne trouvant pas son ami parmi les rescapés, Ismaïl contacte le cousin de Modder. Il n'y a rien de compliqué. Osman Abdarrahman, 27 ans. Osman est arrivé en France en 2007. Il était mineur à l'époque. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'installe à Lille pour y commencer des études supérieures. Mais quand on l'informe de la disparition de son cousin, il quitte tout de nouveau pour s'installer dans le Calaisis. Je le connais depuis tout petit. Du coup, je le considère vraiment comme mon propre petit frère. C'est pour ça, la première chose quand j'ai attendu, et qu'ils m'ont appelé qu'il était disparu, j'ai tout arrêté. En fait, le travail, les études et tout. Et du coup, je suis déplacé pour venir directement ici sur Calais pour le chercher. Pendant au moins 1 ou 2 semaines, je ne dormais même pas en fait. J'essayais de contacter les gens, j'essayais d'aller à gauche, à droite, même les hôpitaux. Pour au moins tomber sur quelqu'un qui peut nous donner des informations. Pour Modder, aucune recherche en mer n'a été relancée. Aucun avis de disparition n'a été diffusé. Et quand Osman va voir la police, on remet même en doute la présence de son cousin sur l'embarcation. La personne avec qui j'étais en contact m'a dit la personne qui sont morts en mer, les premières 2 ou 3 heures, ils sont au-dessus, en fait, ils le voient, ils sont visibles. Parce que leur corps, ça va apparaître sur la mer. Et ils disent que nous, on était là, on est arrivé, on a cherché pendant 10 heures, on n'a rien vu. Si votre cousin il était vraiment sur cette tentative-là, on doit le retrouver. Donc, les policiers reviennent sur le fait qu'ils disent que peut-être c'est nous qui se trompons sur le fait qu'ils soient sur le naufrage. Donc, pour moi, je pense qu'ils ont fait les recherches en mer, mais pas plus. Des histoires comme celle-ci, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Des drames occultés par les discours politiques et médiatiques qui déshumanisent les exilés. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays. Dans ce climat raciste, des militants anglais mènent des actions anti-migrants sur le littoral français, comme sur ces images diffusées par le parti d'extrême droite UKIP en septembre 2025. Les exilés se retrouvent pris en étau entre la violence xénophobe et l'indifférence générale. Dans ce contexte, leurs disparitions sont d'autant plus invisibilisées. Afton Mekonnen avait 17 ans quand il a disparu dans la Manche. C'était le 3 novembre 2021. Ce jeune Éthiopien originaire du Tigré avait quitté sa région natale avec son cousin Aman.
Ils ont fui la guerre civile qui a opposé de 2020 à 2022 le Front de libération du peuple du Tigré à l'État fédéral éthiopien. 600 000 personnes sont mortes, principalement des civils, entraînant une grave crise humanitaire et le déplacement de plus de 2 millions de personnes. Afton et sa famille se réfugient au Soudan. Puis, le jeune homme décide de partir pour l'Angleterre avec son cousin Aman. Un an plus tard, après être passé par la Libye, avoir traversé la Méditerranée, puis les Alpes, les deux cousins arrivent à Calais. Il ne leur reste que 30 km à parcourir pour atteindre leur destination. Afton n'atteindra jamais les côtes britanniques. C'est sur ce banc qu'Aman et Afton attendaient Claudine quand elle venait les chercher à Bruxelles pour les héberger le temps d'un week-end. Depuis 2017, Claudine fait partie d'un réseau de solidaires qui offre un toit aux exilés. Elle se souvient parfaitement du jeune Afton et de son cousin Aman qui venaient chercher chez elle un peu de répit. Et on avait énormément d'affection pour lui parce qu'il était drôle, il était espiègle. C'était un mineur, ça c'est clair et net. De par son attitude, son comportement, il était extrêmement naïf. Ils étaient sur deux bateaux différents. Aman était sur un bateau plus grand. Afton était sur un plus petit bateau. Et le bateau d'Aman a très vite fait demi-tour pour avarie. Quand Aman est revenu, le lendemain, il m'a appelé en me disant écoute, on n'a aucune nouvelle d'Afton, on ne sait pas ce qui s'est passé, il paraît que son bateau a eu des ennuis, mais la police a dit qu'il avait été sauvé. Donc on s'est mis en route avec mon mari le samedi pour aller à sa recherche. On a fait tous les hôpitaux, on a fait le commissariat de police de Boulogne-sur-Mer, mais on n'a trouvé personne. La police nous a dit qu'il n'y avait pas eu qu'effectivement ils étaient conscients qu'il y avait des personnes qui avaient disparu, mais que personne n'avait été repêché et que donc eux ne confirmaient pas cette information. À ce jour, aucun fichier ni base de données officielle ne permet de comptabiliser précisément les personnes disparues dans la Manche. L'Organisation internationale pour les migrations tente de tenir un bilan, mais elle ne comptabilise que 10 personnes disparues dans la Manche depuis 2020. Entre 2020 et 2025, nous avons identifié pas moins de 50 disparus. 10 personnes chaque année sur notre littoral, soit 5 fois plus que les chiffres officiels. Il s'appelait Ehsan, William, Samuela ou encore Mustapha. Ils venaient d'Éthiopie, du Kurdistan irakien, de Syrie, du Soudan ou encore d'Afghanistan. Tous rêvaient d'une nouvelle vie au Royaume-Uni. Mais au large des côtes françaises, à quelques dizaines de kilomètres de leur destination, leurs proches ont soudain perdu leurs traces. Flore est bénévole à l'Auberge des Migrants, l'une des principales associations qui vient en aide aux exilés sur le littoral français. Pour elle, cette absence de décompte et de mobilisation autour de cette question fait partie de la mécanique d'invisibilisation de la frontière. En fait, on va parler des corps qu'on retrouve, notamment la préfecture fera état des corps qu'elle retrouve, ou la police en fonction de l'endroit où les personnes sont décédées. Mais on parle très peu des personnes disparues qui pourtant sont signalées par des rescapés, par des camarades, par de la famille. Et du coup, il y a ça de très frustrant parce qu'on est sur une frontière qui est invisibilisée au quotidien. Ce qu'on constate, c'est que quand il y a un naufrage, et je pense notamment au 23 octobre dernier, où en fait il y a eu un naufrage où 3 corps ont été retrouvés le jour même, et il y a eu très rapidement tous les personnes solidaires, partenaires associatifs ont eu des remontées de très très nombreux disparus. Le 23 octobre 2024, alors que la préfecture annonce la mort de 3 personnes lors d'un naufrage, c'est en réalité 16 personnes qui auraient perdu la vie, soit l'un des pires naufrages survenus dans la Manche. Dans les semaines qui ont suivi, 13 corps ont été recrachés par la mer. Mais à ce jour, seuls 4 ont pu être identifiés. On est sur des personnes
qui y survivent, qui sont invisibilisés au quotidien. Ces décès, de la même manière, ont une forme d'invisibilisation. Et la question de la disparition, en fait, c'est un peu le climax ou l'apogée de ce qu'on veut cacher, en fait. C'est toute la face encore plus immergée, si je peux dire, de l'iceberg, parce qu'en fait, ça va être des remontées de terrain de personnes qui ne sont pas écoutées par les autorités ou très peu, et c'est les associations qui vont le remonter à d'autres, qui vont le remonter aux autorités, qui le prendront en compte ou non, si par miracle, et c'est atroce de qualifier ça de miracle, mais des corps sont retrouvés et vont permettre de mettre fin à des questionnements de certaines personnes. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que certaines personnes restent des mois, voire des années, voire pour toujours, sans aucune réponse, en fait. Comment faire son deuil lorsqu'on ne sait pas formellement que son proche est décédé? Comment organiser des funérailles sans corps? Car même lorsque des corps sont retrouvés, les familles se heurtent à un processus d'identification interminable qui ne donne parfois aucun résultat. Le 6 octobre 2023, des restes de corps sont retrouvés sur une plage de l'île de Texel, aux Pays-Bas. Une jambe et un pied. Selon les premières analyses de la police néerlandaise, ces morceaux de corps sont ceux de 2 personnes distinctes. Le lien est rapidement établi avec un naufrage survenu à 300 km de là, entre la France et l'Angleterre, 2 mois plus tôt. Dans la nuit du 11 au 12 août 2023, sur plus de 60 personnes présentes sur le bateau, 6 meurent noyées. Samioula Abdoulrahim Zai, 20 ans. Ahmadjan Ahmadi, 28 ans, disparaissent dans ce naufrage. Ahmadjan Ahmadi travaillait pour la police locale en Afghanistan jusqu'à la prise du pouvoir des talibans en août 2021. Avec Samioula, ils fuient leur pays de peur des représailles ou d'être enrôlés de force comme combattants par les talibans. Mais leur parcours s'arrête brutalement dans les flots de la Manche. Depuis 2 ans, leur famille remue ciel et terre pour savoir si les morceaux de corps retrouvés aux Pays-Bas sont bien ceux de leurs proches. Il n'existe à ce jour aucun protocole de coopération entre les autorités françaises et étrangères dédié spécifiquement à l'identification des exilés disparus. Leurs familles sont alors passées par un intermédiaire. Mohamed Amin Ahmadzai est le président de l'association Solidarité, Culture et Insertion des Afghans, basée à Lille. Dans les jours qui suivent le naufrage du 12 août 2023, il fait l'intermédiaire entre les autorités et les familles durant tout le processus d'identification. On attend toujours le résultat. Le résultat de cet ADN, c'est le seul espoir pour assurer la famille et que la famille aussi veut savoir. S'ils sont décédés, au moins on dit qu'on ferme les yeux, qu'on rassure que mon fils, ou soit mon frère, il est décédé. Au moins ça peut me rassurer. Mais tant qu'on n'a pas de cette nouvelle, on est toujours inquiet, c'est une question de vie et mort pour nous et quand est-ce que mon fils il va revenir? Donc c'est très très difficile quand on sait que notre fils il est vivant ou soit mort, là on se rassure. Mais quand il y a cet naufrage a eu lieu, leur fils il était au bord de ce bateau et que jusqu'à présent on n'a pas de nouvelles. Donc selon eux, ils sont morts. Mais au moins, ils voulaient s'assurer. En 2024, la famille de Samioula Abdoulrahim Zai arrive finalement à transmettre un échantillon ADN aux enquêteurs français par l'intermédiaire de Mohamed Amin Ahmadzai. Après de longs mois d'attente, une comparaison ADN est réalisée, mais le résultat est négatif. Les enquêteurs notent: il n'est pas possible en l'état d'affirmer ou d'infirmer que les restes humains du sujet correspondent ou non à l'intéressé. Ahmadjan Ahmadi a finalement pu être identifié par la police française. Il avait utilisé, en France, le téléphone portable retrouvé avec les restes de corps aux Pays-Bas. Ces éléments tendent à démontrer que le boîtier téléphonique découvert à Texel était utilisé par M. Ahmadjan Ahmadi.
il est fortement probable que la dépouille identifiée par les autorités néerlandaises corresponde à Amadiane Hammadi. Son frère, que nous avons contacté en décembre 2025, nous dit ne pas avoir été informé de ces résultats par la police française. Quant à Samioula, une source policière néerlandaise remet en cause la fiabilité du prélèvement effectué par la famille. Caroline Wilkinson vit à Liverpool. Elle est professeure d'identification crânio-faciale et dirige l'unité d'action pour l'identification des victimes de catastrophes migratoires. Elle dénonce la différence de traitement entre les victimes migrantes et les autres. L'identification des migrants décédés pose des problèmes particuliers. Certains sont liés aux procédures post-mortem, d'autres à des enjeux politiques et à la réponse apportée par le DVI, le protocole d'identification des victimes de catastrophes, dont la coordination est assurée par Interpol. Par exemple, lorsqu'un accident de bateau impliquant des touristes se produit, une réponse spécifique est donnée sur la base des règles du pays où l'accident s'est produit, impliquant les personnes qui se trouvaient à bord et leur pays d'origine. Mais pour les personnes migrantes, la réponse est différente. Elle se fait beaucoup plus au cas par cas. Ce sont les services de police des pays d'arrivée qui gèrent les procédures, et celles-ci sont très influencées par le contexte politique local. Cela engendre donc des problèmes de collecte de données post-mortem, de la rapidité avec laquelle cette collecte est faite, des personnes interrogées et de celles qui sont incluses dans ces procédures. Nous avons délibérément nommé notre dispositif « Identification de victimes de catastrophes migratoires », car nous voulons que ces personnes migrantes soient traitées de la même manière que le seraient des touristes, victimes d'une catastrophe. Face au manque de considération politique, l'équipe de Caroline Wilkinson encourage la coordination entre acteurs européens de la migration et de la médecine légale. Aujourd'hui, 200 personnes ont rejoint son réseau. Cette grande équipe européenne imagine de nouvelles techniques d'identification. Elle remet sur pied les protocoles d'échange avec les familles de disparus, sans qui aucune identification n'est possible. Différents acteurs contribuent à ce dispositif. Des chercheurs, des représentants d'ONG, des services de police, des experts de la médecine légale qui ont recours à des tests ADN, ainsi qu'à des outils technologiques tels que des robots ou des drones. Des spécialistes de l'intelligence artificielle sont aussi partie prenante de ce processus. Des juristes et des experts des droits humains sont également impliqués. L'idée est de repenser les politiques, notamment dans leur dimension éthique, pour qu'elles puissent s'appliquer à des situations de catastrophes migratoires. Nous concevons de nouvelles normes qui peuvent être utilisées spécifiquement pour les personnes migrantes, ainsi que des techniques innovantes susceptibles d'améliorer l'identification de leur corps. En plus de masquer le réel bilan humain, de laisser des familles entières dans une situation intenable, les politiques frontalières poussent les jeunes migrants à prendre tous les risques pour survivre, jusqu'à en mourir. C'est ce qu'a vécu Emmanuel Baer, 22 ans, disparu lors du naufrage du 23 octobre 2024. Ses 4 amis, réfugiés en Belgique, le cherchent toujours. Tous se sont rencontrés en Libye, en 2018, dans une prison aux conditions de vie inhumaines, où les familles doivent payer une rançon pour libérer les exilés détenus arbitrairement. Emmanuel y est resté bloqué 3 ans. Il retrouve ses amis à Bruxelles en 2021. Mais en septembre 2024, la Belgique lui refuse l'asile et lui pose un ultimatum. Il a 30 jours pour quitter le territoire. L'Angleterre lui apparaît alors comme sa seule porte de sortie. Il m'a dit « Je vais retourner dans mon pays, ou alors j'essaierai d'aller en Angleterre. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « La Belgique m'a dit que je devais quitter le pays immédiatement. J'ai passé du temps avec rien, 3 ans en Libye et 3 ans ici. Et finalement, son asile a été rejeté. Et ils lui ont dit qu'il devait quitter le pays immédiatement. » Emmanuel disparaîtra en essayant de fuir pour l'Angleterre.
Tout comme Emmanuel, Motter, Ahmadjan et Samioula étaient ce qu'on appelle des Dublinés, des personnes prises en charge dans le cadre du règlement dit Dublin. Ce règlement est un texte qui régit les demandes d'asile au sein de l'Union européenne. Ratifié par l'ensemble des pays de l'Union européenne en 2013, il oblige les exilés à déposer leur demande d'asile dans le premier pays européen où ils sont enregistrés ou identifiés. Cette mécanique les empêche de faire toute demande dans un autre pays. Emmanuel était dubliné et risquait d'être expulsé. Sa demande d'asile rejetée, son seul espoir était l'Angleterre. Car depuis le Brexit, le 1er janvier 2021, ce règlement ne s'y applique plus. Pour Mohamed Amin Ahmadzai, le règlement Dublin pousse les exilés dans l'errance et les incite aussi à tenter des traversées de plus en plus dangereuses. Les 6 personnes qui sont mortes dans ce naufrage, ils avaient déjà déposé l'asile en France, ils étaient en procédure Dublin. Moi-même, je suis passé en 2009 par la Grèce. Je leur ai jamais dit que je vous déposais l'asile en Grèce. J'ai été interpellé par la gendarmerie, ils m'ont ramené dans un camp ouvert, et que dans ce camp, et on est resté, ils m'ont ramené au commissariat. On était 23 personnes dans le bateau, et puis ils nous ont ramené dans un commissariat, et nos empreintes ont été prises de force. On n'a jamais demandé qu'on vous... Moi, je leur dis qu'à l'époque, je voulais partir en Angleterre parce qu'il y a ma famille là-bas et qu'ils ont pris mes empreintes lorsque je suis arrivé en France en 2009. Ils m'ont dit que vous avez des empreintes en Grèce alors que je n'ai jamais déposé l'asile. Donc ça, c'est le cas de tout le monde. Alors que cette impasse dure depuis des années pour les exilés, en France, les gouvernements successifs appliquent une doctrine dite d'humanité et fermeté. Ma préoccupation est d'agir avec fermeté et humanité, avec la volonté de trouver des solutions efficaces. Et puis... Sous couvert d'un volet humanitaire, se limitant à des distributions alimentaires insuffisantes et des mises à l'abri temporaires, cette doctrine a surtout abouti à 2 politiques majeures. La politique dite du 0 point de fixation, qui conduit la police à harceler les exilés en les chassant de leur campement toutes les 48 heures afin d'éviter la réapparition de nouveaux lieux de vie. L'autre est nommée Stop the Boat. Elle résulte de la signature d'un accord avec Londres qui engage la France à tout mettre en œuvre afin d'empêcher les départs vers le Royaume-Uni. Résultat, les forces de l'ordre détruisent des embarcations à coups de couteau ou tirent des gaz lacrymogènes sur les exilés au moment des départs. La police est en train de lacérer le bateau. Le bilan de cette politique est désastreux. Les naufrages s'enchaînent, les morts et les disparus sont de plus en plus nombreux. Jehad Mahdi, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, a alerté sur l'augmentation des disparitions d'exilés dans un rapport. Il s'est exprimé à ce sujet devant le Conseil des droits de l'homme le 20 juin 2025. Dans mon rapport, j'ai identifié plusieurs facteurs contribuant à ce phénomène. Parmi ceux-ci figure l'absence de voies de migration adéquates, accessibles, sûres, ordonnées et régulières, en raison de politiques migratoires de plus en plus restrictives et d'un niveau d'impunité élevé. Les familles souffrent d'angoisse et de désespoir, car elles manquent d'informations sur la localisation ou le sort de leurs proches. Des mécanismes de recherche et d'identification inadéquats ou défaillants prolongent cet état d'incertitude et privent de fait les familles de leur droit de connaître les circonstances de la disparition et l'état d'avancement ou les résultats de l'enquête. Le droit à la vérité est un droit fondamental, garanti par la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées, ratifiée par près de 120 pays, dont la France. Ça nous aiderait de retrouver son corps. Dans notre religion et culture, si tu meurs à l'extérieur du pays, il faut te ramener.
J'ai parlé avec sa mère, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle m'a dit qu'elle le voyait dans ses rêves, dans la mer. Si on le retrouve et qu'on ramène son corps, quand ils le verront, au moins ils seront en paix. Quand ils m'appellent, parfois je ne décroche pas. Parce que qu'est-ce que je peux dire? Toujours la même merde. Le 23 octobre 2025, un an après la disparition d'Emmanuel et de 8 autres personnes, lors d'un des naufrages les plus meurtriers survenus dans la Manche, une trentaine de personnes, associatifs et habitants solidaires, se sont retrouvés sur le front de mer à Calais. Rassemblés autour d'un cercueil noir fictif, après avoir accroché des roses blanches sur les rambardes, ils ont rendu un dernier hommage aux personnes décédées et disparues au cours de ce terrible incident en mer en respectant une minute de silence. Sur l'île de Texel, aux Pays-Bas, des habitants marqués par le destin d'Ahmadjan Ahmadi et de Sabiullah Abdulrahim Zai ont organisé des funérailles symboliques pour les deux jeunes hommes. Sur leur tombe, on peut y lire ces mots. Nous ne savons pas quel était le dernier message que tu as envoyé à ta mère. Ce que ton petit frère espérait te dire, mais n'a jamais pu te dire, à propos de tes journées ici. Qui tu rêvais d'être ici? Quelle vie t'attendait? Nous te rendons un dernier hommage, dans un endroit où nous n'avons jamais pu t'accueillir. Là où la tristesse s'enfonce dans le sable, c'est sacré. Ici, nous construisons des châteaux pour toi. Et tu restes avec nous le temps d'une vague. Nous sommes de retour ce soir sur le plateau de Face Cachée, l'émission d'enquête du Média. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Simon Mauvieux et Maya Courtois. Vous êtes journaliste et co-auteur de l'enquête que nous venons de voir. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Nous recevons aussi Filippo Furi. Vous êtes anthropologue, spécialiste de la migration et notamment de la question des morts en migration. Vous êtes co-auteur avec Karolina Kobylinski d'un livre qui s'appelle « Relier les livres sur les traces des morts en Méditerranée ». Merci d'être avec nous. Merci à vous. Dans ce documentaire, nous, on va plutôt voir du côté de la Manche et du littoral nord. Mais ma première question, un peu à chaud, qu'est-ce que vous avez-vous pensé de cette enquête? Qu'est-ce que ça vous a inspiré par rapport à vos recherches et votre spécialité? Disons que ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est d'ouvrir un nouveau regard, donc d'ouvrir un focus sur une zone, sur une région qui n'était pas au centre de l'attention médiatique et des enquêtes sur la question des personnes disparues. C'est-à-dire que dans le travail qu'on fait d'habitude, c'était plutôt la Méditerranée centrale, le côté gréco-turc, le côté des Canaries, la route des Canaries qui sont un peu dans les focus, alors qu'on sait très bien qu'il y a pas mal d'autres régions dans lesquelles cette situation se passe. Donc il y a des cas un peu partout aux frontières de l'Europe et c'est très bien de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui se passe sur la frontière de Calais. Alors je vais me tourner vers les journalistes qui ont fait l'enquête. Vous êtes en fait 4 à travailler là-dessus depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que ça vous a paru important de parler de ces disparus, spécifiquement à cet endroit-là? Et comment est-ce que cette enquête a démarré? En fait, nous, tous les 4, on travaille depuis des années sur les frontières européennes, en particulier sur la frontière franco-britannique à Calais et sur le long du littoral nord. Et on avait l'habitude aussi de travailler ensemble avec Maya et Valentina, et puis ensuite Maëlle,
En mai 2022, on est avec Maya, on réalise un reportage à Boulogne-sur-Mer sur les associations, les nouveaux acteurs associatifs qui se mobilisent. Et à ce moment-là, on entend, pour la première fois en tout cas de notre côté, des rumeurs, des différents types d'acteurs, des sauveteurs, des pompiers, des associatifs, qui nous parlent d'un bilan sous-estimé, de bateaux qui sont retrouvés vides en mer, d'un tel naufrage où il y aurait eu beaucoup plus de personnes qui étaient à bord. Et donc nous, toutes ces rumeurs-là de disparition, de gens qui sont jamais retrouvés, ça vient nous piquer, ça vient attiser notre curiosité. Et à partir de là, on décide de creuser en fait cette question-là en trouvant un cas, 2 cas, 3 cas, toujours en lien avec les gens sur le terrain qui, eux, récupèrent en premier ces alertes de disparition. Et donc le bilan est sous-estimé, c'est-à-dire que comme on l'a vu dans ce documentaire, toutes ces personnes-là n'apparaissent pas dans les bilans officiels. Parce qu'il y a les autorités françaises, mais il y a aussi les Pays-Bas, les Belges, les Anglais, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus pour chercher les corps, pour les chiffrer, pour les identifier? Qu'est-ce qui se passe en fait à cet endroit-là? Pourquoi les autorités lâchent l'affaire? C'est une question très compliquée, je me permets de commencer. Alors, pour vous donner des chiffres, je pense que ça peut être intéressant parce que, comment dire, ce qui se passe sur le côté à Calais, ça se passe aussi en Méditerranée centrale. On a fait avec le Comité international de la Croix-Rouge une recherche par rapport au nombre de personnes, de corps retrouvés par rapport aux disparitions. Et sur la période 2014-2019, si vous voulez, seulement un quart des corps sont retrouvés et un quart de ce quart est identifié. Pour vous donner la proportion, donc tous les chiffres qu'on a, que ce soit dans la Haute des Canaries, que ce soit la Méditerranée centrale ou que ce soit à Calais, sont des chiffres complètement sous-estimés. Pourquoi ils sont sous-estimés? C'est parce que les autorités n'ont pas intérêt, si vous voulez, d'une certaine manière, et non pas, disons que les dispositifs, le système de gestion de recherche et d'identification n'implique pas l'identification comme mesure obligatoire, comme mandatoire. Si vous voulez, en Italie, par exemple, le procureur général, qui est censé mener les enquêtes, n'a pas besoin d'identifier les personnes décédées. Il lui suffit de savoir le nombre de victimes à peu près pour pouvoir charger. Donc la logique, c'est celle de la criminalisation de passeurs, etc. Donc l'idée, c'est de savoir plus ou moins combien sont les personnes et pour pouvoir charger ceux qui ont été arrêtés. Mais sur l'identité des personnes décédées, il n'y a pas une nécessité, disons, légale des enquêteurs à chercher. Ça, c'est une énorme limite qui est un peu le point de départ de tout ce qui suit. C'est-à-dire que tout le reste du dispositif ne suit pas, n'est pas construit pour chercher. Et donc, on se retrouve avec énormément de cas qui restent oubliés. Oui, en fait, il n'y a tout simplement pas de protocole, en tout cas sur la région, la littorale nord. C'est des alertes reçues par des gens de terrain, des exilés qui étaient sur les bateaux, des associatifs, etc., qui, eux, essayent tant bien que mal d'assurer un suivi, peut-être parfois de contacter des autorités, mais sans bien savoir quelle gendarmerie maritime est en charge de quoi, quel procureur, etc. Et qui... En fait, il n'y a pas du tout de protocole de la part des autorités pour suivre assurer un suivi quand, par exemple, un corps est retrouvé sur une plage, avec quelle famille, etc. Il n'y a pas de schéma bien huilé en place, donc pas non plus de base de données existantes, et tout est éparpillé entre les différents, par exemple, postes de gendarmerie, entre différents procureurs et entre différents interlocuteurs, par exemple associatifs, qui eux-mêmes tentent tant bien que mal de coordonner tout ça, quoi. Tout en étant en même temps souvent criminalisés dans leur action quotidienne par l'État, par ailleurs. Donc, en fait, on a un flou absolu d'organisation, des gens qui essayent de faire quelque chose, mais ça, parce qu'on en parle souvent, on a beaucoup parlé des décès en Méditerranée, il y a eu des photos, et la presse l'a relayé et tout. Il y a peu de mobilisation citoyenne. Les gens ne se sentent pas forcément concernés par les morts en migration. Pourquoi est-ce que c'est une question de racisme? Est-ce une question de voir le migrant comme... Est-ce que le discours un peu de l'extrême droite d'être submergé par des gens qui nous envahissent ou je ne sais quoi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ça le levier? Pourquoi les gens ne se mobilisent pas autour de cette question-là? Peu, en tout cas. Disons qu'il y a un discours médiatique général, donc, et où les morts et les disparitions en migration sont traités comme des chiffres.
C'est un peu le gros problème. Donc on reste au niveau des chiffres, et cette discussion sur les chiffres rentre dans cette logique de anonymisation des personnes. Au niveau local, je trouve que depuis une bonne dizaine d'années, disons, en Italie à partir de 2013, mais un peu partout, au niveau local, il y a une mobilisation des acteurs. C'est un peu ce qu'on raconte dans les livres avec Carolina. Il y a des situations où il y a une mobilisation qui est citoyenne, c'est-à-dire que des personnes se sentent concernées. Alors, je ne sais pas si la question du Covid et de ce changement par rapport à la relation avec la mort, ça a changé un peu la donne, mais l'idée, c'est que les personnes des lieux, des territoires de frontières qui sont habitués depuis des décennies à vivre ces situations, Lampedusa c'est un cas, Lesbos, etc. Mais à ce niveau-là, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation qui est micro, mais fait qu'il y a certaines attentions. C'est un peu ce qui se passe à Calais avec ce que vous avez un peu suivi. Donc ça, c'est le fait de voir les corps sur la plage, c'est le fait d'être confronté directement qui fait que les gens se sentent concernés. Mais dans les livres avec Caroline, ce qu'on dit effectivement, c'est que c'est le fait d'être là, on les voit. Donc il y a le moment où il y a des débarquements de corps, donc on les voit. Et il y a aussi le fait que ce corps occupe une place dans l'espace public, ne serait-ce que dans les cimetières, dans la mémoire des personnes. Donc ils existent, il y a une présence active de ces corps. Et du coup, la société locale, la collectivité locale, d'une certaine manière, ne peut pas oublier, ne peut pas ne pas prendre en compte leur présence. Donc ça, c'est quelque chose qui a poussé un peu la mobilisation au niveau local. À côté de ça, il y a une mobilisation, si vous voulez, des familles et des acteurs de la société civile transnationale qui ont aussi fait qu'il y a plus de pression vers les lieux où les personnes décèdent ou disparaissent. Et donc, il y a quand même un dialogue et une connexion entre ces différents espaces qui fait qu'il y a une certaine mobilisation qui a commencé à se créer. Je crois qu'il y a un décalage, une rupture entre ce qui se passe au niveau local et ce qui se passe au niveau médiatique, politique, national, où ces questions sont totalement évacuées parce qu'on ne veut pas en parler, parce qu'on ne veut pas voir non plus le résultat d'une politique. Oui, parce que ça n'intéresse pas l'État de travailler sur ces questions. Au contraire, les États ont intérêt de moins en parler. C'est-à-dire que, si vous voulez, depuis quelques temps en Méditerranée, il y a de moins en moins de corps qui sont récupérés. Et je pense qu'il y a une logique volontaire de ne pas récupérer les corps pour éviter d'avoir des corps qui débarquent, etc., pour qu'ils ne soient pas visibles. Donc l'invisibilisation fait partie de la stratégie un peu des gouvernements par rapport à ça. Et moi, pour rebondir, tu disais que c'est aussi le discours de l'extrême droite qui parle d'invasion, tout ça. C'est pas seulement le discours de l'extrême droite, c'est aussi le discours des institutions européennes depuis plus de 20 ans qui renforcent et qui militarisent les frontières de l'UE. C'est le discours d'une grande partie du spectre politique français qui font des migrants, des exilés, des indésirables, des personnes qui arrivent massivement en France et en Europe. Et tous ces discours-là, toutes ces politiques-là, c'est ça aussi qui induisent cette déshumanisation, ce rejet, et le fait que leur sort, finalement, compte soit un peu moins ou pas du tout aux yeux des gens. Et puis je crois que le terme de racisme institutionnalisé, il est réel et on le retrouve même dans, je sais pas, le fonctionnement des pompiers au niveau local, des recherches au niveau local. Il y a des cas, déjà rappelons juste les chiffres, entre 2020 et 2024, nous on décompte donc juste sur ces 4 années-là, 49 disparus, c'est une personne disparue dans la Manche par mois. Si on imagine un citoyen français... 5 fois plus que le décompte des autorités. Oui, par ailleurs. Et si on imaginait un pêcheur ou une personne qui fait du voilier qui disparaît par mois dans la Manche, blanc, français, etc., je pense que la mobilisation ne serait pas la même. Et puis, idem sur les protocoles de recherche. On a fait toute une contre-enquête sur la disparition d'un Syrien dans le canal de La en mars 2023, au moment même où aucune recherche n'était menée sur cette disparition, signalée pourtant par des proches, par la famille, etc. Il y avait un citoyen de la commune de Gravelines qui avait disparu au même moment. Et là, il y a tout un protocole qui a été mis en place, des pompiers, des recherches dans le canal, etc. Un vrai dispositif, et tant mieux pour cette personne. Et rien pour le Syrien qui avait disparu à peu près au même moment. Voilà. Donc en fait, il y a une espèce de hiérarchie qui se met en place à des institutions locales et nationales.
Je pense que c'est très important ce que tu dis et je reviens sur la question de la distance. Si vous voulez, un des gros problèmes, c'est que les familles n'étant pas sur place la plupart des fois, leur capacité d'intervenir est très diminuée. Donc, et les États ne font rien pour les aider à participer aux recherches, à participer aux identifications, etc. Et qu'en même temps, il y a une délégitimation des survivants, des témoins. C'est-à-dire que la parole du témoin ne compte rien. Donc, les témoins qui sont dans une situation souvent compliquée n'est pas écouté comme personne qui... D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Absolument. Ils disent tous, on leur remet en question la présence de leurs proches, de leurs amis sur le bateau, alors qu'ils étaient là avec lui, etc. C'est toujours cette logique-là, effectivement. La parole du survivant ne compte rien, parce que les dispositifs est prévu pour que la famille participe la famille est responsable de l'identification, peut demander des recherches, peut demander des actions. Même les dispositifs de la Croix-Rouge fonctionnent beaucoup avec les familles. Mais tout ce qui est toutes les informations qui sont gardées, qui sont du côté des survivants témoins, ne sont pas prises en compte. Donc il y a une dispersion aussi d'informations qui serait très importante pour pouvoir effectivement identifier des personnes, retrouver des traces des personnes disparues qui ne sont pas mobilisées. Parce que la famille, justement, les familles, elles ne sont pas du tout prises en compte dans le processus d'identification. Elles ne sont même pas informées quand il y a des évolutions dans les enquêtes. C'est quoi leur place, du coup ? On les contacte. Il n'y a que la Croix-Rouge qui les met en contact avec des associations. On dit la Croix-Rouge parce que c'est quand même le principal acteur. Mais en fait, les autorités ne sont jamais en contact direct avec les familles. Mais disons que la famille ne va pas chercher... les autorités ne vont pas forcément chercher la famille. Et c'est plutôt à la famille de se mobiliser, donc d'aller chercher. Donc tout le travail fait par la société civile transnationale, donc au niveau local mais au niveau transnational, c'est de soutenir la famille et les aider à rentrer en contact avec les autorités par rapport à des cas des disparitions. Ça, c'est le travail dans lequel, disons, les autorités sont déficitaires et du coup, qui est repris par la société civile. Je pense que c'est important de c'est ça qui s'est passé, qui se passe en Italie, là où vous avez enquêté sur la mobilisation de la société civile italienne au local. C'est ça leur travail principal ? En Italie, c'était plutôt un travail de traces. Dans votre introduction, vous parliez de traces qui disparaissent. Alors, ce qu'on a remarqué avec Carolina, c'est que les traces ne disparaissent pas forcément, mais elles ne sont pas utilisées. Donc, il y a une espèce de latence des traces. C'est-à-dire les traces sont récupérées, mais ne sont pas utilisées. Et si vous rentrez dans les bureaux de police en Sicile, etc., vous retrouvez énormément d'informations qui auraient pu donner lieu à une identification, mais qui n'ont pas été utilisées pour la raison dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'institution n'a pas intérêt à faire ces identifications. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont cachées. Et donc nous, avec Caroline, on est allé plutôt chercher de ce côté-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait déjà et qui pouvait être mobilisé pour reprendre contact avec la famille et mettre la famille en condition de faire une démarche officielle d'identification. Mais, alors, j'ouvre juste parce que Calais, je pense que c'est très intéressant comme dynamique. La famille est mise de côté. On a eu quelques cas déjà en Italie et sur des morts à la frontière franco-italienne, donc on descend à Ventimiglia, et on a eu des cas d'identification sans famille. C'est-à-dire que le dispositif, quand il travaille, souvent il travaille en se basant sur des logiques d'identification biométrique, biologique. Et donc on s'est retrouvé face à un cas assez particulier, c'est-à-dire que un garçon décédé à Ventimiglia a été identifié non par la famille, mais en utilisant les empreintes digitales qui avaient été prises à Lampedusa. Donc le corps a été identifié. Donc le corps qui est rentré à Lampedusa, qui est décédé à Ventimiglia, a été identifié, mais la famille n'était pas au courant parce que la personne n'avait pas c'était pas le vrai nom, c'était pas l'aide. Donc il y a eu une rupture, une séparation entre l'identification du corps, qui est dans le domaine de la police, si vous voulez, et la relation, donc l'identification relationnelle, donc la relation avec la famille, qui n'était pas prise en compte. Donc ça, c'est un autre niveau qui est à l'intérieur de l'Europe, avec cette logique d'identification des corps revient. Et dans le documentaire qu'on vient de voir, il y a un cas significatif, c'est celui donc, dans le naufrage du 12 août 2023 de Ahmadjan Ahmadi, qui a été identifié par la justice dans le cadre justement des enquêtes passeurs pour charger les passeurs du bateau, qui a été identifié à l'aide d'un téléphone retrouvé sur des restes de corps, etc. Nous, on est en lien avec la famille et son frère nous a encore écrit il y a quelques jours pour nous dire « j'ai aucune nouvelle, qu'est-ce qu'il se passe ?» Alors qu'officiellement, la justice a reconnu
C'est-à-dire que son cas sert à charger les passeurs qui ont été arrêtés, enfin en tout cas les passeurs avec éventuels. Une identification reconnue officiellement par la justice. C'est-à-dire que dans la mise en accusation, il nomme, parce que dans le document, ils disent qu'il y a un téléphone, etc., mais rien n'est officiellement très sûr. Mais là, c'est sûr. Oui, on était au procès, nous, notamment des passeurs, où ils ont cité ce cas-là et cette identification-là. Et or, de l'autre côté, nous, du coup, en tant que journalistes, comme il y a très peu de contact direct avec les familles, on se retrouve comme étant les intermédiaires des familles, avec parfois du coup des positions compliquées comme étant dépositaire de cette information, tandis que la famille n'a aucune nouvelle sur ces restes de corps et l'identification. Donc, et puis voilà, après on peut peut-être parler aussi de la Syrie. Nous, on a été en septembre avec notre équipe Maëlle et Valentina en Syrie rencontrer des familles. Elles sont complètement démunies puisque souvent il y a des acteurs associatifs ou nous-mêmes en tant que journalistes qui enquêtons sur ces sujets, on est leur seul interlocuteur. Il n'y a pas de contact direct avec les autorités. Donc vous les informez en fait presque de... On se retrouve parfois avec des rôles un peu ambivalents entre, on ne veut pas non plus jouer le rôle d'intermédiaire ou de la Croix-Rouge ou quoi que ce soit, et pour autant parfois on se retrouve dans des cas. Ouais, et on a par exemple réussi à rencontrer une famille qui tente depuis des mois à contacter les autorités françaises, à déposer un test ADN pour identifier un proche qui pourrait qui serait peut-être mort dans la Manche, dont le corps a été retrouvé. Et pour faire matcher entre ce corps-là et cette famille, ils n'arrivent pas à accéder à la Croix-Rouge, à déposer un test ADN. Nous, on a pu les rencontrer assez facilement, aller les voir, et on se demande pourquoi la Croix-Rouge ou d'autres acteurs ne font pas ce travail-là et ne peuvent pas aller voir ces personnes-là directement pour récupérer des échantillons ADN. Encore une fois, c'est des problématiques de protocole pas unifiés, de coordination difficile parfois, notamment dans certains pays, entre la France. Envoyer un colis ADN, par exemple, il n'y a pas de protocole d'envoi postal des tests ADN dans certains pays. Enfin, tout ça crée des situations où les gens attendent, en l'occurrence pour cette famille, depuis plus d'1 an, alors qu'il y a une série de corps qui patientent dans le nord de la France, pour lesquels on a besoin d'identification, et de l'autre côté, en Syrie, des familles qui ne demandent qu'à fournir leur ADN, quoi. Oui, d'accord. C'est une question de volonté, en réalité, du coup, quelque part. Mais alors, du coup, justement, tu parlais de la Syrie, parce que cette question des disparus, elle n'est pas que dans les zones maritimes, parce qu'on parle de la Méditerranée, de la Manche. Vous avez été en Syrie, mais vous avez aussi été en Bulgarie. Vous avez étudié la question libyenne aussi. Comment est-ce que cette question des disparitions, elle est multiple? Qu'est-ce que vous avez constaté aux différents endroits où vous avez été? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'elles s'ancrent, ces disparitions-là s'ancrent dans des contextes locaux très, très précis, et qu'elles se heurtent à la fois aux frontières naturelles, mais surtout à un contexte local de militarisation où toutes les conséquences néfastes que peuvent avoir les politiques migratoires. En Bulgarie, on est sur une frontière Bulgarie-Turquie où il y a une clôture qui a été construite en partie par l'Union européenne, où les gens passent des jours dans une forêt immense, où il y a une surveillance énorme, une traque presque des exilés par la police bulgare, par des agents de Frontex qui sont des policiers venant de différents pays européens, et des familles qui perdent la trace de leurs proches dans cette forêt-là. En Libye, il y a un contexte extrêmement violent et compliqué en Libye, où il y a des quartiers qui sont contrôlés, des territoires qui sont contrôlés par des milices, des prisons, elles aussi contrôlées par des milices, où des milliers d'exilés sont enfermés. Il y a des questions de traite d'êtres humains aussi. Et pareil, là, cette fois, c'est des familles qui perdent la trace, parfois même avant d'embarquer, donc pas toujours dans un contexte de naufrage, mais des gens qui ont des familles qui perdent la trace avant d'embarquer, et les gens sont peut-être morts, peut-être en prison. Et là, c'est des familles complètement désemparées parce que les liens ne se font pas entre les autorités syriennes et libyennes. L'Union européenne, qui est aussi garant de ces frontières-là, ne joue aucun rôle dans la recherche et le soutien aux familles. Donc, Oui, parce qu'il faut rappeler que même en Libye, l'Union européenne est engagée aussi. En Bulgarie, tous les véhicules des gardes-frontières bulgares sont estampillés UE, flambant neufs, etc. Il y a des drones, etc. Les centres de rétention, tout est financé par l'UE. Et en Libye, on rappelle aussi que l'UE finance la formation et le matériel, notamment des gardes-côtes libyens qui interceptent en mer, ramènent à terre, y compris dans ces prisons où des proches perdent la trace de ces exilés, quoi.
Donc c'est des espaces un peu de no man's land où les gens tombent dans des trous noirs sans qu'on puisse jamais avoir d'informations sur ce et qu'ils qui sont sont devenus. vraiment liés à la gestion européenne de nos frontières extérieures. Quoi. Et pourtant, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, européennes et internationales, depuis fin 2024. Le Conseil de l'Europe a adopté 2 résolutions qui reconnaissent l'urgence d'une réponse politique à cette question. Le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants qu'on a entendu dans le documentaire a anglais, donc son dernier rapport sur les disparus. Est-ce que c'est un signe de prise de conscience, d'une évolution quelconque? Je vois que vous êtes sceptique sur la... Je suis un peu sceptique. Je trouve qu'il y a un travail qui est en cours. Moi, je rappelle que déjà, avec le Global Compact for Migration, c'était 2018-2019, l'objectif 8, c'était de soutenir les familles dans leur recherche, etc. Alors, c'est quoi le Global... dites-nous. Le Global Compact, c'était une des premières tentatives de... de rendre uniforme la logique de gestion de la migration au niveau international. Déjà à ce niveau-là, la question des personnes disparues et décédées en migration était amenée. Les problèmes, c'est que c'est toujours sur base volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un engagement, il n'y a pas une obligation. Donc un État qui veut le faire, le fait, et un État qui ne veut pas le faire ne le fera pas. Moi, je suis persuadé que c'est important de solliciter les pays européens, notamment par rapport à la gestion des corps, aux recherches, etc. Donc c'est le travail qu'on a fait sur Espagne, Grèce, Malte, Italie. Il y a des énormes trous noirs par rapport à ce qui se passe en Libye. Vous connaissez l'histoire il y a des fosses communes qu'on connaît, mais pour lesquelles on n'a même pas le droit d'aller voir ce qui se passe parce qu'il n'y a pas accès. Mais disons, dans les cadres du processus des Rabat, c'est toujours encore un des cadres de cette coopération internationale sur la gestion de la migration, il y a ce qu'on appelle le développement de ce qu'on appelle les focal points. C'est-à-dire que l'idée, c'est de commencer à sensibiliser non seulement les pays européens, mais aussi les pays d'origine des personnes pour qu'ils s'engagent dans les recherches de leurs ressortissants. C'est-à-dire que, pour revenir un peu à la question qu'on se posait tout à l'heure, pourquoi les institutions ne font rien ? Les institutions ne font rien aussi parce que les pays européens n'ont pas forcément un intérêt à s'occuper des personnes étrangères. Que ce soit du racisme institutionnel, que ce soit de l'indifférence. Il y a plusieurs explications qu'on peut se donner. Le problème, c'est que de l'autre côté, il manque une mobilisation des États qui devraient, à mon avis, s'activer pour aller chercher leurs propres ressortissants, etc. Après, c'est très compliqué dans des cadres, je veux dire, l'Érythrée, c'est pas possible de demander au gouvernement érythréen de s'engager dans ces processus comme ça. Mais par exemple, en Syrie, on est face à une mobilisation qui vise à chercher des informations sur les personnes disparues à la fois à l'intérieur du pays, donc ce qu'on peut appeler des disparitions forcées, et aussi dans le cadre de la migration. C'est l'objet de la réunion que vous avez eue à Genève récemment ? À Genève, il y a eu une réunion de cette commission, de cette institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie. C'était quand ? C'était lundi dernier. Mais bon, il y a d'autres. C'est des discussions qui évoluent. Fin novembre, excuse-moi. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de commencer à trouver des façons de collaborer entre les institutions en Syrie, les acteurs internationaux, les organisations internationales, donc il y avait les CICR, il y avait l'IOM, etc., et les chercheurs et les acteurs locaux pour essayer de mettre un lien, mettre un réseau, ces différents acteurs pour pouvoir devenir un peu performant, pour pouvoir créer une espèce de dynamique positive qui puisse effectivement, mais qui part de la demande de l'État syrien, du nouvel État syrien, disons, des institutions syriennes. Oui. Et ça c'est qu'il n'y a que la Syrie qui fait ça pour le moment ? Alors la Syrie fait ça de manière formelle avec cette commission. Il y a des pays qui se sont mobilisés de manière un peu plus explicite. Par exemple, le Sénégal dans certaines occasions, a été assez proactif pour venir identifier, pour demander l'identification des personnes décédées dans la Méditerranée centrale. Il y a des pays qui le font. La Tunisie, à un moment donné, l'a fait. Là c'est un peu moins fréquent. Mais donc, il y a des pays qui se sont un peu déjà activés.
Le cas de la Syrie, il est intéressant parce que comme en Tunisie, en fait, il y a des collectifs de familles de disparus nous, c'est ce qu'on a été documenté en septembre avec l'équipe, qui se sont montés, notamment depuis la chute de Bachar el-Assad il y a un peu plus d'1 an, le 8 décembre dernier, puisqu'il y a eu aussi la fin du silence et de la peur de parler de ce sujet-là. Les familles qui jusqu'ici étaient un peu isolées dans leur peine et avec toutes leurs questions se sont retrouvées, ont remarqué qu'elles avaient des problématiques communes, qu'elles pouvaient revendiquer ensemble. Et donc, nous, on a rencontré un collectif de familles de disparus en Libye, un collectif de familles de disparus en Syrie qui organise des manifestations devant les ambassades européennes notamment, libyennes aussi, bulgares, etc. Et qui essaient de se faire entendre de ces nouvelles instances comme la nouvelle Commission nationale des disparus en Syrie pour qu'effectivement il ne soit pas question que d'enquêter sur les disparus syriens du régime de Bachar el-Assad, de la guerre, etc. mais aussi des Syriens qui ont disparu sur les routes de l'Europe pour fuir la dictature. Et c'est intéressant puisque du coup la Syrie vient aussi pousser les institutions européennes et onusiennes à prendre en compte cette question, puisque ça ne peut pas se faire sans une collaboration entre État syrien et État européen. Et je pense que c'est très important de remarquer que cette commission a été créée sur la demande des familles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui a décidé, mais c'était les familles qui ont fait de la pression parce qu'elles ont commencé à se réunir, etc., pour que cette commission soit créée. C'est-à-dire que ça vient de familles. Donc la mobilisation au niveau dans le pays d'origine est vraiment des importante, familles en fait. et la pression qu'elles peuvent faire auprès des autorités locales, c'est très important. C'est un point de enjeu départ, c'est un enjeu fort. très important qui reste en dehors de notre focus européen. Des fois, on est un peu trop européen-centré, donc on regarde un peu nos oreilles. Il y en a énormément de problèmes, on est d'accord, mais si on veut avoir une pensée un peu systémique de tout ce qui concerne la question des personnes décédées et disparues en migration, je pense que c'est important d'avoir aussi cette vision globale. Mais par conséquent, on n'a en fait aucune idée du nombre de personnes qui sont disparues et décédées sur les routes migratoires vers l'Europe, par exemple. On a des chiffres, on disait 70 000 à peu près, etc. Mais tout ça, on n'a pas du tout de... En fait, ça pourrait être x5. Ça pourrait être énorme. Enfin, énorme, c'est déjà énorme. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être... Complètement. Juste pour donner un exemple, nous, sur la Manche, on a identifié donc 50 personnes entre 2020 et 2025. On avait une liste beaucoup plus longue à l'origine, mais qu'on n'a pas pu confirmer auprès des familles, des proches, sûr, tout ça. Parce que 50 dont on est sûr, complètement. Et il y en a plus. Ça, on est sûr aussi. Et après, il y a des contextes où, si vous voulez, il y a des disparitions et des décès qui sont localisés sur les Alpes, etc. Donc on peut effectivement avoir un minimum de cognition de ce qui se passe, du nombre de personnes. Il y a des endroits où il y a une invisibilité totale, c'est-à-dire que sur ce qui se passe dans les déserts de Sahara, on dit il y a probablement un nombre énorme de personnes qui disparaissent et qui décèdent dans le désert du Sahara, mais il n'y a aucune possibilité, même pas de identifier les lieux de la sépulture. Il y a des corps qui disparaissent tout simplement. C'est un peu pareil pour la route des Canaries. La route des Canaries est un des endroits où il y a le plus grand nombre de bateaux, de gros ships, des naufrages fantômes, des bateaux qui tout simplement perdent la route, perdent la voie et disparaissent. Vous savez qu'on a trouvé des bateaux qui sont arrivés au Brésil, qui sont arrivés aux Caraïbes, de l'autre côté de l'Atlantique, avec des corps au-dessus. Donc vraiment, il y a des lieux, des endroits, des régions dans lesquelles on n'a vraiment pas beaucoup de visibilité. Donc la seule possibilité d'avoir... une des questions qu'on se pose au niveau général, c'est de... disons que les dispositifs étatiques se basent, et les médico-légales se basent sur les corps. Tout est axé sur le corps qu'on a. Donc si on a un corps, à la limite, on peut l'identifier. Mais il faut avoir un corps. Le gros angle noir, c'est par rapport aux disparus et à la capacité, à la possibilité de, objectiver une disparition. C'est-à-dire que le contact avec la société civile, les contacts avec les témoins, les survivants, etc., permet aussi d'avoir une idée de qui sont les personnes disparues, même si on ne retrouvera jamais les corps, mais au moins de pouvoir avoir une idée de ça. C'est quelque chose qui reste vraiment à l'écart un peu de la dimension purement forensique de médecins légistes. Donc c'est un peu aussi, on revient au pays d'origine, c'est-à-dire ceux qui partent. Absolument. Absolument. D'où l'importance du lien protocolisé avec les familles, avec les témoins, ceux qui de pas perdre l'information. Et de trouver des méthodologies d'enquête et de recherche. Une des choses sur lesquelles on travaille, c'est de travailler
tout à l'heure, on disait la Croix-Rouge ou les autorités travaillent avec les familles, mais ce qu'ils font, c'est surtout qu'ils travaillent aussi à un niveau individuel. C'est-à-dire qu'ils cherchent un individu. Quand ils s'activent, ils cherchent un individu lié à une famille, etc. Ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir plus dans une logique de réseau. C'est-à-dire que c'est plus simple, si vous voulez, de chercher une personne à l'intérieur d'un groupe. Oui. Donc l'idée, c'est notamment pour les naufragés, c'est de travailler sur la dimension relationnelle de la mobilité pour dire, OK, si on a un groupe de personnes qui a pris la route au même temps et on retrouve un corps associé à ces groupes, probablement on peut déduire, et là je reviens à la question d'objectivation de disparition, c'est-à-dire qu'on peut aussi se poser des questions sur qui étaient les autres personnes concernées par un événement. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ce débat passionnant sur la manière dont on pourrait améliorer les choses et faire mieux pour retrouver les personnes, ou en tout cas comptabiliser et reprendre du lien avec les familles. Merci à vous trois donc d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous n'existons que grâce à vous. Depuis 8 ans maintenant, le média est devenu un refuge dans un paysage médiatique abandonné aux mains des puissants. Nous avons besoin de vous pour que cela dure. Nous lançons notre grande campagne de dons 2025. Et comme chaque année, on ne peut compter ni sur le Père Noël, ni sur aucun milliardaire, mais on peut compter sur vous. On doit recueillir 150 000 € pour clôturer l'année sereinement et aborder 2026 avec la force nécessaire pour continuer le combat. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Merci encore pour tout. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Face Cachée. D'ici là, portez-vous bien.